et je présente mes 2 conférencières. Nous avons aujourd'hui avec nous Isabelle Houlette, c'est du SAT du CIUS de la capitale nationale. Isabelle est ergothérapeute depuis 21 ans et dans les 15 dernières années, elle travaille dans les programmes d'aide technique à la mobilité au CIUS de la capitale nationale avec la clientèle adulte et née. Il y a aussi Élise Jobin, qui est ergothérapeute et coordonnatrice clinique au SAT du Constance Lethbridge au CIUS Centre-Ouest depuis 21 ans. Elles ont préparé la présentation d'aujourd'hui spécialement pour notre atelier, donc profitez bien de cette excellente conférence. Donc, je passe la parole à Élise et Isabelle. Merci. Allô, Élise, on ne t'entend pas. Ça commence fort mal. Alors, c'est moi qui commence la présentation aujourd'hui. On espère bien que vous serez satisfaits puis que ça va susciter beaucoup de questions. Alors, ah, on a tellement testé ça. Donc, le plan de la présentation est ambitieux. Premièrement, on va parler du test à l'impact, des points de fixation des sangles d'attache pour le transport, des ancrages plus communément appelés. La ceinture testée en impact, on va parler également de l'appui-tête, les préoccupations selon le type de transport routier et la fréquence des transports, la table de positionnement, puis on va conclure. D'entrée de jeu, on aimerait ça vous dire qu'on vous a fait une présentation qui correspond à ce que nous, on fait dans le cadre de notre pratique. On voulait faire ça sous forme d'avoir une option d'échange avec vous parce qu'on ne considère pas nécessairement avoir la science infuse. Donc, on va partager notre façon de faire dans nos 2 établissements pour voir si ça peut aider certaines personnes, par exemple, qui auraient des enjeux dans leur propre établissement. Mais si vous avez d'autres façons de faire, on vous encourage à nous les communiquer dans la période de questions également. Alors, je vais tout de suite préciser de quoi on ne parlera pas aujourd'hui. Donc, on ne parlera pas des problématiques de transport en autobus scolaire adapté, ni des méthodes ou des moyens de contention spécifiques au transport routier. On pense que ces sujets-là, étant donné qu'Isabelle et moi, on travaille avec les adultes, on n'est pas les meilleures personnes pour pouvoir donner de l'information à ce sujet. C'est pourquoi on va essayer de solliciter dans les prochaines années la participation de d'autres cliniciens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, à la fois en pédiatrie et au niveau là, du transport routier pour la clientèle pédiatrique. Donc, on espère pouvoir, dans un autre cadre, vous offrir une présentation à ce sujet-là, puis on va certainement en faire des appels à tous pour chercher des présentateurs compétents. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la clientèle adulte. Donc, pourquoi on en vient à discuter du cas d'une personne qui se déplace dans un véhicule routier en utilisant son aide technique à la mobilité comme banc? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu un très gros changement. Je suis certaine que vous savez tout ça, mais on va quand même réviser un peu de quoi il s'agit. Donc, la situation a changé considérablement à partir du décret 2021 qui a commencé en septembre 2021 et il est bon de se rappeler qu'est-ce qu'il en était avant cette date. Donc, avant cette date, il n'y avait pas d'obligation pour les compagnies de fauteuils roulants d'offrir à la fois un appareil testé à l'impact ou encore des ancrages de transport adaptés testés à l'impact ou une ceinture testée à l'impact. Ça existait chez certaines compagnies. C'était une option qu'il fallait spécifier à la commande. C'était coûteux. Ça avait des conséquences au niveau des étapes pour pouvoir obtenir le fauteuil. Il y avait aussi des règles particulières qui faisaient que la plupart du temps, si on voulait avoir, par exemple, une option testée à l'impact après l'attribution du fauteuil, c'était impossible. Donc, ça avait il y avait beaucoup de problématiques par rapport à ça, puis ça avait mené un groupe d'ergothérapeutes à aller sensibiliser l'Ordre des ergothérapeutes du Québec par rapport à cette problématique-là. Tout ça a fait que la RAMQ a été consultée, puis on s'est en allé vers la norme du BNQ. Puis, finalement, au décret 2021, ce qu'on a essayé de régler, c'était le malaise et les tensions entre les ergothérapeutes des SAT et ceux des équipes de conduite auto,
par rapport au transport sécuritaire des clients qui ne pouvaient pas se transférer sur le siège du véhicule. On ne dit pas que ça a tout réglé, mais quand même, ça nous offre maintenant une panoplie d'options intéressantes qu'il faut connaître. Mais ce n'est pas venu avec un carnet de commandes, avec comment on allait utiliser chacune de ces options-là. Puis c'est ça qui a ensuite créé des problématiques où ben là, on se posait des questions éthiques. On doit changer la chaise maintenant qu'on a ces options-là? Quand est-ce qu'on priorise telle ou telle option par rapport au positionnement? Fait que donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, les changements du décret 2021, bien, ce que ça a apporté, c'est que les appareils offerts doivent répondre à la norme du BNQ sur les fauteuils roulants. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, ce n'est pas une lecture de chevet qui promouvoit un sommeil tranquille, mais c'est accessible quand même. Puis il y a vraiment seulement une petite section là, qui touche les accessoires testés à l'impact. Donc, ce que ça dit, pour ne résumer que ce qui est important à se rappeler pour cette portion de clientèle-là, c'est qu'à partir de 2021, tous les appareils doivent avoir subi un test à l'impact. Pas nécessairement un test identifié, mais un test. Donc, il y a plusieurs normes, puis il y a plusieurs différents tests, mais ils doivent en avoir subi un. Il doit y avoir une ceinture pelvienne testée à l'impact de disponible pour ces équipements-là et les points de fixation des sangles d'attache pour le transport adapté doivent être disponibles. Ces choix-là viennent avec un coût. Donc, nous, on le sait, quand on complète un formulaire d'évaluation, on coche ces options-là, fait qu'on voit c'est combien que ça coûte. Puis, ça a amené un questionnement sur l'implication de donner un appareil réassigné, par exemple, donc des anciens décrets qui n'auraient pas eu ces options-là. Puis, je pense que c'est là que réside le plus gros malaise là, pour les cliniciens. Donc, il faut se rappeler que même avant 2021, il y avait des principes de base, puis ils sont encore très bons maintenant. Fait que donc, les principes de base qui sont encore applicables, c'est que notre aide à la mobilité, son but, c'est de favoriser la mobilité. Donc, d'abord et avant tout, il doit répondre aux besoins de mobilité et de positionnement du client. Si le client ne peut pas se déplacer sur le siège passager ou sur le siège conducteur dans le véhicule, puis doit garder la position assise dans l'aide à la mobilité, bien, l'aide à la mobilité devient accessoirement un siège d'auto, mais sa fonction première, en tout premier lieu, c'était celle d'être un aide à la mobilité. La meilleure pratique pour une personne qui se déplace en véhicule routier, c'est de s'asseoir sur le siège de la voiture. Fait que donc, en tout temps, on devrait toujours préconiser que le client transfère sur la banquette de l'auto. Et puis, on a des clients qui sont rébarbatifs à ça, qui préfèrent rester assis dans leur fauteuil, mais c'est là, il faut continuer à les sensibiliser que même avec toutes les options testées à l'impact et le test à l'impact de l'appareil, c'est quand même mieux d'aller s'asseoir sur le siège de la voiture qui est conçu pour cette fonction. L'intervenant du SAT doit s'arrimer avec le programme de conduite automobile lorsque l'usager est conducteur ou passager et qu'il reste assis dans son aide à la mobilité. Mais ça, c'est des principes de base qui étaient déjà là avant, mais qui sont encore bons de se les rappeler. Donc, c'est quoi les questionnements? Bien, les questionnements, c'est lorsque nous savons que le client sera assis dans son aide technique à la mobilité lors du transport routier. Quels sont les choix d'options testées à l'impact à prendre selon le cas? Donc, entre autres, selon le type de transport que le client va utiliser et évidemment la fréquence à laquelle il va faire ses déplacements. Deuxième questionnement, nos clients évoluent. Même si mon client n'a pas encore est encore capable de faire un transfert au banc de l'auto, c'est quoi les choix préventifs pour sa sécurité que je dois faire à long terme? Ensuite, quels sont les cas où il est raisonnable de donner un appareil réassigné non testé à l'impact sans les accessoires testés à l'impact? Et qu'en est-il du transport adapté et des fauteuils roulants? Parce qu'il y a quand même une particularité pour les utilisateurs de transport adapté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'un appareil est testé à l'impact? Isabelle, tu m'arrêteras si jamais je continue trop loin. Je sens que ça arrive, qu'on transige. Fait que donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, ça veut dire que
il y a un test qui a été réalisé dans un véhicule routier avec un mannequin qui est assis dans un fauteuil qui répond à des caractéristiques standards qui sont déterminées par le test, sont propres à la certification choisie par le fabricant. Les ancrages de l'appareil et la ceinture à 3 points sont fixés conformément aux recommandations du fabricant. Puis le mannequin est assis face à la route et l'impact sur le véhicule est frontal à 48 km/h. Donc, c'est vraiment très balisé. Les caractéristiques du test à l'impact sont très strictes parce qu'ils doivent répondre à une certification. Donc, il y a des mesures standards pour le fauteuil, il y a des caractéristiques standards pour les composantes du fauteuil également. Le test à l'impact permet de voir c'est quoi le comportement de l'appareil et de ses composants, ainsi que ceux du mannequin lors de l'impact. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui brisent? Est-ce qu'il y a des composants qui se détachent? Puis le mannequin lui-même, comment il réagit lors de l'impact? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour mon client? Ça veut dire qu'on a vérifié c'est quoi l'effet d'un impact frontal sur le comportement de l'appareil et sur l'intégrité du mannequin qui est assis dedans. C'est une vérification de base sur un aspect de sécurité dans le transport routier. N'importe quel test à l'impact est mieux qu'aucun. On sait qu'on entendait tout le temps WC19, puis là, on s'attendait peut-être à voir que chaque fournisseur ferait des tests en fonction de cette norme-là. Mais en réalité, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avant, il n'y en avait pas de test. N'importe quel test balisé par un organisme de normes, donc ISO, WC19, tout à l'heure, Isabelle m'en parlait davantage, n'importe quel test balisé permet de au moins se dire qu'on a vérifié comment l'appareil réagissait face à un impact. Plusieurs paramètres peuvent toutefois compromettre l'efficacité d'un test à l'impact, donc le sentiment de sécurité qu'il induit chez le client. Par exemple, on a testé l'impact seulement avec une seule configuration de l'appareil, donc une largeur particulière, une profondeur particulière, ainsi que des composants en particulier. Si on change certaines de ces caractéristiques-là, on n'a pas fait un test à l'impact avec toutes les options puis toutes les caractéristiques des fauteuils. De plus, à chaque fois qu'on ajoute du positionnement sur l'appareil, encore plus si on le fixe, par exemple, en faisant des trous dans les longerons ou en faisant des trous dans les cannes de dossier, c'est sûr qu'on compromet le comportement de l'appareil à l'impact. Même la fixation de certaines clips pour certains dossiers préfabriqués, évidemment, ça ne correspond pas avec les caractéristiques qui ont été testées à l'impact. Oui, c'est sécurisant de savoir qu'il y a eu un test à l'impact, mais c'est un sentiment de sécurité qu'il faut quand même mitiger un peu dans notre tête parce que c'est vraiment spécifique à une seule configuration de l'appareil sans les ajouts de positionnement. Je pense que c'est là que c'est à mon tour. La parole. C'est bon. Oui, excellent. Merci, Élise. Donc, avec moi, on va regarder davantage les ancrages de transport et la ceinture testée à l'impact. Donc, on va commencer avec les ancrages de transport testés à l'impact. Donc, comment les reconnaître? En fait, sur vos démonstrateurs que vous avez, on retrouve rapidement les logos, soit le mousqueton avec un mousqueton fermé, une partie fermée, ou le logo jaune et noir ou blanc et noir, où on voit le fauteuil et un véhicule, et dans lequel la partie noire, on retrouve la norme à laquelle il est rattaché. Donc, s'il a été testé ISO 7176-19 ou WC19. Donc, ces logos-là, on les retrouve soit sur les ancrages de transport ou tout près. Donc, ça, c'est un élément qui va nous pister à savoir est-ce que c'est des ancrages qui sont testés à l'impact pour avoir un usager occupant dans le fauteuil. Lorsqu'on ne retrouve pas ces logos-là ou qu'on retrouve un mousqueton avec la portion ouverte, donc il n'a pas de petite barre transversale dans le mousqueton, c'est des fauteuils qui possèdent des ancrages, mais qu'on ne peut pas demeurer un usager occupant dans le fauteuil. Donc, on peut en retrouver là, certains fauteuils de l'ancien décret où on avait des mousquetons non fermés. Donc, ça, c'est le premier élément là, pour essayer de reconnaître quels sont mes ancrages de transport. Ils ont été testés avec quelles normes,
Mais comme disait Élise tout à l'heure, peu importe la norme, que ce soit ISO ou WC19, c'est mieux un fauteuil testé qu'un fauteuil qui ne l'est pas. Rapidement, pour vous situer, la norme WC19 est davantage une norme américaine et la norme ISO 7176 est davantage une norme européenne. La norme BNQ utilise la norme ISO 7176-19, mais les deux normes, que ce soit WC19 ou ISO 7176, ont beaucoup de points en commun, puis on ne s'embarquera pas là-dedans pour ne pas s'enfarger d'un fleur du tapis, puis je ne maîtrise pas la connaissance ou la compétence de tout cela, mais c'est vraiment deux normes qui sont parallèles, mais qui fonctionnent très bien. Qu'est-ce qu'on a constaté, c'est qu'avec la venue des nouveaux fauteuils au décret, est arrivé des conflits avec certains ancrages d'appui, certains ancrages de transport. Et vous les reconnaissez, les oreilles d'éléphant de Motion Composite qu'on retrouve sur le fauteuil Helio A6 ou Helio C2, qui peuvent être conflictuels des fois au niveau de l'approche des comptoirs qui peuvent élargir le fauteuil. Donc, c'est ce pourquoi ils ont ces ancrages de transport-là, c'est pour répondre à la norme BNQ. Donc, c'est des ancrages de transport qui sont balisés ISO 7176-19. Donc, quand ils ont passé les tests, ils devaient avoir une configuration particulière pour pouvoir bien attacher les courroies. D'où cette configuration-là qui est présente pour exemple, la compagnie Motion Composite. Si on continue à parler juste de Motion, vous avez vu circuler là, depuis le décret que oui, c'est possible de remplacer les ancrages de transport par d'autres ancrages qui sont WC19 qui, eux, sont plats. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est sûr, c'est une considération spéciale, mais ils ont cette possibilité-là. Donc, la configuration de l'ancrage dépend aussi de quelle norme est rattachée. Puis, ça nous amène certains conflits. Donc, on l'a mentionné pour Motion, c'est l'approche des comptoirs ou la largeur avant du fauteuil. Si on regarde, par exemple, sur le Quickie 5R ou le Nitrom, ben, l'ancrage de transport à l'avant il est situé vraiment sur le châssis. Fait que si on pense à un usager tétraplégique qui, pour faire son transfert, glisse sa jambe le long de l'ancrage, le long de l'appui-pied, ben, sa jambe rentre directement en conflit avec l'ancrage. Ça peut être problématique. Donc, ça aussi, c'est des enjeux autant à l'évaluation que vous allez devoir pister. Et je vous ai mis une photo d'un fauteuil roulant motorisé où on s'est rendu compte qu'avec la position des ancrages de transport, ça peut donc tomber conflictuel au niveau de l'agencement des courroies pour la prise au sol quand on s'ancre dans un véhicule, en conflit avec les appuis-pieds ou plutôt avec une contorsion importante du transporteur qui doit se pencher puis essayer d'atteindre les ancrages. Donc, on peut avoir certains conflits. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'en règle générale, les mécaniciens en programme d'aide technique, ils ne peuvent pas modifier ou déplacer les ancrages de transport. Donc, ils ont tous balisé dans une certaine zone et les ancrages de transport sont tous mis à un endroit bien précis sur l'appareil qui a peut-être eu du renforcement, une plus grande épaisseur de matériel. Donc, ils ont vraiment été testés à ces zones-là. Donc, on ne peut pas les retirer ou en ajouter. Ça se fait tout en usine. On pensait des fois que le retrait d'un ancrage, le client ne veut pas les ancrages. Ben, OK, on va les retirer. Ben, quand on commence à retirer l'ancrage, on peut fragiliser l'appareil parce qu'on retire une certaine vis, on la remet, donc ça peut laisser un trou. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Donc, c'est au cas par cas qu'il faut vraiment prendre le temps là, d'appeler la compagnie pour savoir ce qu'il y en est. Si je peux retirer ou non les ancrages de transport après, ou si je peux en rajouter. Tout à l'heure, on va en reparler, là, rajouter des ancrages de transport, c'est jamais évident. On va passer à la prochaine, Élise, qui est ma petite fille clochette, là. C'est bon, merci. Donc, on passe maintenant à la ceinture testée à l'impact. Ben, qu'est-ce que c'est la ceinture testée à l'impact? C'est une ceinture qui va faire office de ceinture de véhicule mis avec la ceinture officielle du véhicule. Donc, c'est-à-dire que c'est une ceinture qui va être grise. Elle est bien étiquetée, le testé à l'impact. Il y a le logo aussi jaune dessus. Donc, elle est très, très, très bien visible. Et c'est une ceinture pelvienne. Donc, c'est une ceinture qui va aller mouler
au niveau là, du bassin de la personne, sur laquelle il va y avoir une petite partie supplémentaire qui contient comme un pin connector sur laquelle on va pouvoir arrimer la ceinture standard du véhicule automobile et on va venir, au lieu de la boucler dans la boucle comme on fait normalement quand on attache notre ceinture, on va venir la clipser sur l'extension pour faire le baudrier, dans le fond, la courroie là, diagonale. Donc, quels sont nos avantages par rapport à cette fameuse ceinture-là? Ben, c'est une ceinture qui est moulée au bassin, qui peut être comparativement à une adaptation. Ben, toute adaptation autre que cette ceinture-là ne permet pas un moulage complet au bassin. Des fois, passe sur certaines structures du fauteuil et ça permet le déplacement de la personne en cas d'impact. Tandis que cette ceinture-là, elle est vraiment bien positionnée et ses points d'ancrage ont tous été testés. Donc, on ne peut pas la déplacer où elle est ancrée sur le fauteuil. On ne peut pas la déplacer. L'autre avantage de cette ceinture-là, quand elle est placée, ben, c'est que ça permet un accès beaucoup plus facile du fauteuil dans le véhicule automobile. Donc, quand on rentre dans le véhicule, ben, on n'a pas rien au sol qui vient en conflit. Si on n'a pas de ceinture testée à l'impact, ben, à ce moment-là, il va falloir qu'on soit en mesure d'aller positionner la ceinture complète d'auto pour aller la clipser. Donc, si on est conducteur, par exemple, je prends la ceinture du côté gauche et je viens la clipser du côté droit, ben, il me faut l'ancrage, le réceptacle, dans le fond, il faut qu'il puisse se retrouver du côté droit. Donc, souvent, il y a une remontée à partir du sol ou une prise au sol sur laquelle on va venir clipser la ceinture. Donc, ce qui réduit un peu la largeur où on peut accéder là, ou se positionner avec notre fauteuil. Donc, c'est un bon avantage là, d'avoir une ceinture testée à l'impact. L'autre avantage, c'est que quand on prend la ceinture auto, ben, des fois, on est obligé de modifier la configuration de nos appuis-bras. Si on avait des appuis-bras, par exemple, en U, ben, ça peut tomber en conflit parce que là, la ceinture d'auto n'arrive pas à mouler complètement le bassin. Donc, des fois, il faut prendre des appuis-bras en T, enlever certains supports pelviens, enlever certains positionnements. Donc, c'est des avantages de la ceinture testée à l'impact. On va y aller maintenant avec les désavantages. Donc, Élise? Excellent. Donc, au niveau des désavantages, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que si on a une ceinture de positionnement puis une ceinture de sécurité, ben, ça fait deux ceintures à gérer. On a déjà vu des éléments catastrophiques où finalement, les gens ne savent plus quelle ceinture va avec quelle ceinture ou au contraire, là, dans le transporteur utilise la ceinture d'opposite quand il devrait utiliser la ceinture testée à l'impact. Donc, ça amène une certaine ambiguïté sur l'utilisation de la ceinture. Pour nous, ça nous apparaît évident, la ceinture est grise, il y a un logo, mais que ce soit autant pour les aidants qui doivent mettre la ceinture d'opposite, vont peut-être mettre la ceinture testée à l'impact à la place ou qui vont passer une ceinture ou l'autre. Donc, ça peut être mêlant. Dans certaines situations, on a vu aussi des usagers qui coupaient littéralement là, la ceinture de sécurité testée à l'impact parce qu'ils disaient, ben là, ça me mêle tout le temps. Donc, c'est des éléments. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Il faut aussi faire attention parce qu'il y a des grandeurs pour certaines ceintures, puis les choix ne sont pas toujours indiqués sur les formulaires. Si on regarde nos formulaires qu'on a actuellement, il n'y a pas de grandeur de mentionner, fait que souvent on écrit un poids, ils vont avec une dimension, il y a une certaine notion d'ajustabilité qui est présente, mais ça vaut la peine de s'informer davantage. C'est quoi nos risques à utiliser la ceinture testée à l'impact? Ben, des fois, elle peut être conflictuelle, soit avec certaines butées pelviennes ou soit avec certains éléments de posture qui vont nous enlever la possibilité de faire des bons ajustements posturaux. Comme l'a dit tout à l'heure Élise, ben, en fait, le fauteuil, son utilité première, c'est un fauteuil pour la mobilité, être en mesure de se déplacer, pour la mobilité, la posture. Donc, si on enlève nos éléments premiers au détriment de la posture, ben c'est pas évident. L'usager n'est pas toujours en déplacement. Donc, il faut aller chercher le meilleur positionnement possible tout en tenant compte de l'habitude de vie là, dans les déplacements automobiles.
Et il y a comme une pensée de temps en temps où on voit, on a une ceinture de sécurité, ben il faut quand même fixer le fauteuil dans le transport adapté. C'est important. On comprend qu'un fauteuil roulant manuel, on va le fixer, mais j'ai déjà vu des transporteurs qui n'utilisaient pas de point d'ancrage de transport. Ils disaient, ben, le fauteuil motorisé, il est à l'arrêt, il ne pourra pas se déplacer. Ben oui, à un impact, le fauteuil va pouvoir se déplacer. Donc, c'est super important. Le transporteur va devoir quand même fixer l'aide technique à la mobilité au sol avec les 4 points, puis ensuite attacher la ceinture diagonale directement avec le pin connecteur à la ceinture pelvienne qui est testée à l'impact pour compléter la sécurité. Donc, tu sais, des fois, dans certaines situations, je vois plutôt des doubles puis des triples ceintures qui se surajoutent. Chaque transporteur a sa façon de procéder. Il n'y a pas de règles uniformes actuellement au niveau des transports adaptés. Donc, souvent, les transporteurs comme nous à Québec, ils ont leur propre ceinture qui rajoutent. Donc, des fois, ça fait 2 puis 3 ceintures. Donc, il faut quand même valider ces éléments-là. Tu peux changer. Donc, comment doit être placée la ceinture? Donc, tu sais, ça, c'est une petite image là, tirée d'Orthofab. On en retrouve dans un peu tous les éléments. Donc, c'est impératif que la ceinture de retenue se retrouve toujours moulant la personne. Donc, il ne faut pas que ça passe sur des parties du fauteuil comme les accoudoirs ou les roues. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que la partie baudrier, donc la partie baudrier, c'est celle qui appartient à la ceinture auto qui existe déjà. Donc, elle doit passer directement sur la clavicule et elle va s'ancrer sur le pin connector de la ceinture pelvienne. Et la ceinture pelvienne, elle doit passer par les 2 épines iliaques antéro-supérieures. Elle ne passe pas sur l'abdomen, donc c'est super important. C'est vraiment le même principe que nous quand on est assis là, dans notre véhicule automobile. Donc, tu peux tourner. Donc, qu'est-ce qui est important de noter, c'est qu'en tout temps, la ceinture testée à l'impact, ben oui, elle est à privilégier dans le transport. En fait, comme disait tout à l'heure Élise, c'est préférable d'avoir toujours qu'est-ce qui est testé à l'impact à place d'avoir des choses qui ne sont pas testées à l'impact. Donc, c'est à privilégier, mais on fait toujours le pendant à savoir les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce qui est à savoir, par contre, c'est que toutes les ceintures pelviennes de positionnement, que ce soit des ceintures body point, même si on subit plusieurs tests ou d'autres ceintures, ben, ce n'est pas des ceintures testées à l'impact. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des usagers qui ont coupé ou retiré la ceinture parce que c'était trop encombrant, c'était mêlant. Donc, c'est pas évident. Puis, l'ajout d'une ceinture testée à l'impact ou la remise en place, ça nécessite quand même des communications au cas par cas avec les compagnies. Puis, l'intervention doit se faire en usine. C'est un peu comme les ancrages de transport adaptés. Donc, ça, c'est super important. Il faut vraiment voir le cas par cas. De plus, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que certains châssis, ils peuvent être changés ou des pièces supplémentaires de renforcement peuvent être requises. Si je veux rajouter une ceinture testée à l'impact ou la même chose pour des ancrages de transport. Donc, c'est important de valider avec les compagnies. Donc, qu'est-ce qu'on recommande d'emblée quand on a un usager qui est assis dans son système d'assise dans un véhicule routier? Ben, c'est peut-être de commander d'emblée la ceinture de sécurité pour s'assurer qu'on a le composant. Comme ça, on ne sera pas obligé de tenter de réajuster. Puis il y a des compagnies qui vont refuser de rajouter après la livraison. Donc, en l'ayant déjà, on est capable d'ajuster notre positionnement. Donc, d'emblée, si la balance est intéressante, des avantages, inconvénients, ben, c'est de la commander. Ça peut être fort pertinent. Au niveau des précisions, donc, je vous ai mis une image de la fameuse ceinture testée à l'impact. Donc, l'ensemble des compagnies, j'ai fait des vérifications, ils utilisent la ceinture WC19 de Q'String. Donc, c'est une ceinture testée à l'impact. Elle n'était pas obligatoire, elle était optionnelle via la norme BNQ, mais elle n'était pas obligatoire. C'est un ajout à certains devis. C'est comme vous avez pu le constater, il y a des devis qui n'en ont pas. Donc, c'est des éléments là à tenir compte. Aussi, les compagnies se réservent le droit de ne pas installer la ceinture. Je vous donne par exemple, un petit peu l'exemple qui est en dessous, qui vient d'un devis de Alltrack. Donc, ceinture
pelvienne de sécurité, ensemble de transport pour fauteuil occupé inclus. Et puis, ils ont vraiment mis la mention, cette option n'est pas compatible avec toutes les configurations. Donc, si je commande un fauteuil avec une assise élévatrice, ils vont le refuser. Si je commande un fauteuil avec d'autres éléments, ils vont le refuser, donc, parce qu'ils n'ont pas testé à l'impact. Donc, certaines compagnies refusent. Je crois qu'il y a même, avec certaines bascules motorisées, ça peut être refusé par certaines compagnies. Donc, je n'ai pas toutes les précisions, mais ça se pourrait que vous en demandiez une, qu'on ne vous la fournisse pas, ou ça se pourrait que vous en demandiez une et qu'on vous l'envoie en pièces jointes. Et là, vous allez rappeler, je pense que c'est Sunrise sur la base SR45 ou les bases Iris. Et vous allez demander pourquoi vous ne l'avez pas installé. Et ils disent c'est à installer quand l'usager va être là. Toutes les sections de renforcement sont là. Vous utilisez les vis et vous avez le guide. Donc, il y a vraiment, chaque compagnie a ses spécificités sur comment positionner ou installer la ceinture. Donc, c'est important là, de suivre le tout. On peut changer de... Des petites précisions pour chacune des compagnies. Donc, chez PhysiPro, tous les fauteuils sont testés ISO. Donc, tous les fauteuils sont testés pour la norme RAMQ, mais ils n'ont pas encore été testés par la norme WC19, donc la norme américaine. Donc, leurs appareils possèdent une ceinture en 2 points qui est standard. La seule appareil qui posséderait une ceinture WC19, c'est une base pédiatrique spirale qui est en CS, que nous, à l'adulte, on n'utilise pas. Donc, je ne sais pas si à l'enfance, elle est utilisée, mais c'est la seule. Pour la compagnie Orthofab, une fois qu'on a acheté le fauteuil qui a été livré, on ne peut pas rajouter du tout de ceinture testée à l'impact. Donc, c'est impossible. Il faut changer d'appareil. Pour la compagnie Sunrise et Améliore, ils se réservent le droit de refuser la ceinture en fonction de la configuration dans les motorisés. Donc, peu importe la configuration, donc ils peuvent nous dire, vous l'avez demandé, mais vous ne l'aurez pas. Et pour la compagnie Motion Composite, les fauteuils au décret sont testés ISO sans la ceinture, mais on peut demander le kit WC19 qui, lui, va rajouter la ceinture. On peut pas, la phrase n'est pas complète, là, malheureusement, je viens de voir ça. Pour les fauteuils antérieurs, là, platine, cobalt, donc les fauteuils de l'ancien décret, on ne peut pas les upgrader avec une ceinture ou les ancrages de transport là, testés, donc on ne peut pas rien faire avec les fauteuils antérieurs. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut ajouter un composant qui est testé à l'impact sur un fauteuil existant? En fait, on a 3 avenues. La première avenue, c'est que les appareils de l'ancien décret, on ne peut rien faire. Donc, ça reste tel quel. Par contre, quand on veut rajouter d'autres composants, il faut déterminer est-ce que c'est un ancrage ou c'est une ceinture et on appelle toujours la compagnie pour voir c'est quoi les possibilités. Si je prends par exemple pour Motion Composite avec le Apex en aluminium, donc cadre rigide en Apex en aluminium, l'usager, par exemple, utilise son véhicule automobile, donc ne voulait pas d'ancrage de transport. 3 ans, 4 ans plus tard, on est rendu à prendre le transport adapté ou d'autres, où on a besoin de rajouter des ancrages de transport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir le remplacement complet du châssis. Donc, si vous avez pris le temps de regarder un peu, à l'endroit où est actuellement l'ancrage de transport adapté à l'arrière du fauteuil, c'est comme un prolongement d'environ 3 pouces derrière le dossier où l'ancrage, il est. Si on ne prend pas l'ancrage de transport adapté, il n'y a pas ce prolongement-là de 3 pouces. Donc, à ce moment-là, il faut changer complètement le châssis. Donc, il y a quand même des coûts inhérents à ça. La dernière fois qu'on avait fait ça, je pense que c'était 800 $. Puis, l'usager perdait son fauteuil pour environ 2 semaines. Donc, le fauteuil était chez Motion Composite pour une période de 2 semaines. Là-dessus, on rajoute l'envoi, l'expédition et le retour. Donc, on peut perdre le fauteuil peut-être un bon mois là, pour l'usager, même si Motion est très rapide. On a réussi à le faire rapidement, mais il y a des implications autant financières que de temps pour l'usager. Ça, c'est un exemple pour l'Apex, mais il y a des exemples pareils pour tous les fauteuils. Donc, la majorité des ancrages doivent se faire en usine ou certains représentants ont la possibilité de le faire suite à une homologation. Donc, il y a des choses du genre. Et c'est la même chose au niveau de la ceinture. Des fois, c'est impossible de rajouter une ceinture après coup.
Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien regarder ces éléments-là à l'évaluation pour savoir, ben, je m'enligne vers quoi, puis de voir un petit peu, ben, mon client, au niveau de ses habitudes de vie, ben, c'est quoi ses habitudes de vie pour essayer de prévenir le coût, là, s'il y a un changement éventuel dans les prochaines années, ben, voir ça va être quoi les implications pour mon usager. Donc, c'est un petit peu les éléments là, que je voulais vous parler au niveau de l'ancrage et de la ceinture. Élise, je te redonne, je te laisse poursuivre. Oui. Si je suis capable de changer ma diapositive, bien. Donc, mis à part tout ce qu'on vient de voir avec Isabelle, il y a aussi d'autres composants qui sont à considérer pour assurer la sécurité de nos bénéficiaires quand ils se déplacent dans l'aide technique à la mobilité, assis dans le véhicule routier. Donc, l'appui-tête, c'en est un très important. Donc, en cas d'impact, en l'absence d'un appui-tête, c'est fatal. On le voit bien, là, c'est pas pour rien que dans toutes les automobiles, toute personne a un appui-tête ou un prolongement de banquette assez haut pour supporter la tête. Un impact frontal, ça provoque un whiplash, puis si on n'a rien pour soutenir la tête à l'arrière, bien, c'est une fracture au niveau cervical. Fait que tous les usagers de motorisés, ou du moins j'espère, et ceux de base roulante, devraient toujours avoir un appui-tête en tout temps parce qu'à chaque fois qu'on utilise une bascule ou même qu'on circule sur un trottoir à une certaine vitesse, on devrait avoir un support à l'arrière. Les personnes qui n'en ont pas automatiquement, c'est les personnes qui utilisent un fauteuil roulant manuel. Fait que donc, ben, c'est un réflexe à développer. Poser un peu plus de questions, à savoir quelle est l'utilisation que le client va faire de son fauteuil roulant manuel. Et lorsqu'on voit que les capacités de nos clients diminuent, on peut aussi avoir tendance là, à vouloir offrir cette option-là d'ajouter un appui-tête et sensibiliser nos collègues ergothérapeutes en centre d'hébergement, qui sont les personnes les plus susceptibles là, pour cette clientèle-là, de savoir si une personne va rester assise dans son une aide à la mobilité dans un véhicule. Même si c'est juste une fois de temps en temps pour les loisirs, c'est vraiment un composant qui est très, très important à installer. Puis, c'est un composant qui peut être mis seulement lors des transports routiers. Fait que donc, ça prend le minimum, ça prend l'ancrage de présence sur le fauteuil. Mais autrement, là, on voit que ça peut ne pas être nuisible pour le restant de l'utilisation de l'équipement. Donc, il reste donc à en fournir aux usagers de fauteuils roulants manuels et surtout à les convaincre de les porter. Donc, on va commencer à distinguer un peu le type de transport routier que nos clients vont utiliser, en commençant par les clients qui utilisent un véhicule adapté personnel et qui restent assis dans leur aide technique à la mobilité. À ce moment-là, quand on vient pour choisir quel type d'équipement on va donner à ces personnes-là, c'est sûr que lors d'une attribution ou du remplacement de l'aide à la mobilité, il faut discuter avec l'intervenant de conduite auto pour être sûr de bien que ce soit concerté notre intervention. De notre côté, on devrait préconiser des appareils qui ont été testés à l'impact avec les ceintures et les ancrages testés à l'impact. Si le client nécessite des options qui font que l'appareil ne sera pas testé à l'impact, comme Isabelle a mentionné, bien là, il faut discuter comme il faut avec le client parce qu'il va y avoir un choix à faire avec des conséquences. C'est sûr qu'on ne dit pas au client, bien là, vous allez être dans un fauteuil roulant non testé à l'impact, vous êtes en danger. Ce n'est pas ça la réalité. C'est juste que l'appareil n'ayant pas été testé avec les options qui ont été choisies, bien à ce moment-là, on ne sait pas quel sera son comportement s'il y a un incident. C'est moins sécuritaire, hypothétiquement, parce que ça n'a pas été prouvé. Donc, ainsi, le choix d'être assis dans son aide technique à la mobilité, par obligation ou non, c'est un choix libre et éclairé. Puis notre rôle à nous, lorsqu'il y a des concessions à faire, c'est de s'assurer d'avoir bien expliqué les tenants, les aboutissants et de chacune des deux options. Donc, par ailleurs, on a des clients qui utilisent régulièrement le transport adapté et qui demeurent aussi assis dans leur aide technique à la mobilité. Les utilisateurs réguliers, ceux qui l'utilisent plusieurs fois par semaine, eux autres aussi devraient être appareillés avec un équipement avec des options testées à l'impact.
équipement testé à l'impact, option testée à l'impact. C'est important. Ils ont beaucoup plus de récurrence dans les transports, donc il y a beaucoup plus de chances qu'un impact arrive. Fait qu'il faut tenter de les pourvoir avec l'équipement le plus sécuritaire possible. Les véhicules de transport adaptés, du moins ceux de Québec et Montréal, donc ceux qu'on connaît, nous autres, ont leur propre système de fixation, comme a dit Isabelle, avec des sangles et des ceintures dans le véhicule. Ceux-ci sont compatibles avec les ceintures pelviennes testées à l'impact. On n'a pas l'assurance de notre côté que dans toutes les parties de la province, ce soit le cas. Puis c'est des choses qu'il faut vérifier là, avec vos propres transporteurs dans vos secteurs. Par ailleurs, on a des utilisateurs occasionnels. Ça inclut les clients qui vivent en centre d'hébergement, puis l'été vont faire quelques sorties extérieures et vont être transportés dans leur transport adapté, public ou celui de l'établissement. Selon nous, on peut utiliser un appareil réassigné dans ce temps-là, même s'il n'a pas eu de test à l'impact, parce que la balance des risques est plutôt faible. Donc, quand on est un utilisateur occasionnel, il y a beaucoup moins de récurrence dans les déplacements. C'est sûr que si on a l'option de le prendre, puis qu'entre autres, il n'y a pas de réassigné disponible, c'est sûr qu'on va prendre un appareil testé à l'impact. Mais l'enjeu environnemental d'avoir des tonnes et des tonnes d'appareils réassignés qui nous reviennent dans nos sacs et qui doivent être utilisés fait que la balance des risques doit être considérée quand on décide de donner un aide à des clients qui rentrent dans cette catégorie. Du moins, c'est ça notre opinion à Isabelle et à moi. Par ailleurs, toujours s'assurer de fournir une ceinture de sécurité à ces équipements-là ainsi qu'un appui-tête. Ça, on en a déjà parlé. Qu'en est-il de la table de positionnement? Une table de positionnement, par définition, c'est un support aux membres supérieurs. C'est payé par la RAMQ, puis ça doit être enlevé lors des transports parce que c'est un projectile. Donc, c'est un accessoire lourd en plastique, en ABS. Il peut être un projectile s'il n'est pas attaché vers l'avant comme vers le client, mais s'il est attaché, il peut aussi être un projectile vers le client lui-même. Et le client peut être projeté sur le rebord de la table aussi s'il y a un impact. Donc, on ne doit jamais laisser un client avec sa table cabaret en ABS lors des transports en véhicule routier. Il existe des tables de transport qui sont faites pour ça. Elles sont en mousse, une mousse relativement rigide. Elles doivent avoir des courroies de rétention à l'arrière pour la stabiliser. Parfois, on la considérera comme une contention, surtout si l'usager tente de l'enlever ou tente de sortir de sa chaise et repousse la table. Tout ça, ça fait l'objet d'une présentation à part qui pourrait être faite, comme je l'ai dit précédemment, mais on essaie de faire la distinction entre la table de positionnement et la table de transport. Et on vous rappelle que cette table-là de transport, ce n'est pas payé par la Régie de l'assurance maladie, c'est payé par la Société de l'assurance automobile du Québec, l'établissement, le client, peut aussi la payer. En fait, la RAMQ, on a droit à un seul support aux membres supérieurs, puis ça va être la table cabaret précédemment expliquée. Prends une petite gorgée. Donc, je vous ai mis quelques références. Si jamais vous voulez savoir où est-ce qu'on peut avoir ça, des tables de transport, si ce n'est pas déjà quelque chose que vous utilisez dans vos établissements, il y a des compagnies qui en fabriquent des tables de transport. Nous, chez nous, on les fabrique nous-mêmes, nos tables. Mais c'est ça, ces compagnies-là innovatives comme ça, puis Physipro en font définitivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on doit remplacer une aide technique à la mobilité puis que le client a déjà une fixation automatique dans son véhicule? Là, il faut se rappeler que quand on fixe un fauteuil dans un véhicule, il y a deux modes de fixation. La plus courante, c'est les sangles. Donc, les sangles vont être fixées avec les anneaux d'ancrage de transport. On en voit, comme on a dit précédemment, dans les véhicules personnels. On peut faire installer ces sangles-là par enroulement. On en a également dans le transport adapté. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Lorsqu'un usager fait adapter son véhicule pour l'accessibilité en fauteuil, et puis que le client ainsi
que son réseau est incapable de venir fixer le fauteuil dans le véhicule avec les sangles, on va le pourvoir fort probablement d'un ancrage de fixation automatique qui consiste en 2 parties qui se fixent une dans l'autre lorsque le fauteuil est bien aligné. Il y a une pine après le fauteuil qui clippe avec un ancrage au sol. Dans ce temps-là, on n'a pas besoin d'avoir les sangles pour fixer dans les ancrages de transport. C'est ce mécanisme de fixation-là qui fixe le fauteuil dans le véhicule. Donc, quand on a un client pour lequel on fait un remplacement d'aide technique à la mobilité, puis on sait qu'il y a un ancrage de fixation automatique, on le sait parce que c'est marqué dans le dossier, mais on le sait aussi parce qu'on pose des questions, hein. Ça, c'est important de se rappeler qu'une des parties de notre travail, c'est de s'assurer d'avoir tenu compte de tous les composants qui peuvent avoir un impact sur le choix de l'équipement. Puis l'ancrage automatique, c'en est un lorsque ça survient. Fait que donc, cette personne-là qui a cet ancrage-là s'est vue aussi octroyer les sangles de fixation par enroulement au moment de la livraison de son adaptation. Fait que donc, il ne faut jamais s'inquiéter, ils n'ont pas juste un mode de fixation, ils ont les deux. Juste pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, donc on se rappelle que ce mode de fixation-là, ça rajoute du poids sur l'équipement, c'est 15 à 20 livres. Ça le rend plus difficile pour pouvoir passer par-dessus des seuils puis monter des pentes. Au SAT, nous autres, on ne peut pas transférer cette pine-là d'un équipement à un autre. Ça doit se faire par la compagnie d'adaptation du véhicule. Puis d'un appareil à l'autre, c'est très souvent le cas. Il faut changer la pine complètement parce que ce n'est pas compatible. C'est vraiment au millimètre près là, pour faire un bon ancrage. Donc, nous autres, on ne peut ni ajuster au SAT, ni modifier, ni enlever, ni remettre une pine. Fait que quand le client vient pour, par exemple, la livraison de son nouvel équipement, il va avoir un nouvel équipement qui n'aura pas de pin, puis il va avoir son ancien équipement qui a une pin. Il y a plusieurs façons de faire. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on préconise que le client, on l'avertit dès le moment de l'évaluation qu'il va y avoir un changement d'équipement. On lui donne une feuille lui disant « Faut que vous rentriez en contact avec la compagnie qui a fait l'adaptation de votre véhicule parce qu'il faut commander une nouvelle pin selon le type d'équipement. Du moins, il faut que vous les avertissiez. Et le jour de la livraison, le client amène ses sangles et part avec son équipement ancré avec les sangles et a la responsabilité d'aller faire la modification là, de son fauteuil, de son ancrage dans le véhicule à la business qui s'est occupée de son adaptation. Ça, c'est notre mode de fonctionnement, mais je pense que ce n'est pas pareil partout. Fait donc, c'est juste qu'il faut vraiment bien guider nos clients. Parfois, on n'a plus vraiment le réflexe de se poser la question par rapport à leur sécurité dans la fixation de leur appareil dans le véhicule ou encore qui ont peut-être pitché les sangles dans un garde-robe. En ligne. Juste te dire, j'ai trouvé le fauteuil de Mme Eva Smith. Peut-être que les sangles ont été pitchées dans un coin, puis on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, mais il faut les trouver. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser notre clientèle. Bien, par Saphir, qui est allé dans le corridor, mais moi, je m'en allais le réattribuer à quelqu'un. Élise, on ne t'entend plus. OK, merci. C'est jamais mauvais de faire un appel avec votre équipe de conduite auto quand vous avez un questionnement par rapport à ça pour l'ancrage automatique. Puis, c'est pas mauvais non plus de prévoir d'avance un système qui va pouvoir vous correspondre dans votre milieu pour s'assurer là, que ça se passe bien, ces changements d'équipement. Je suis bloquée encore. Voilà. En conclusion, si on peut juste ramener quelques principes, il faut passer beaucoup plus de temps dans nos évaluations à questionner nos clients sur leur type de déplacement qu'ils font dans un véhicule routier et les sensibiliser aux meilleures pratiques, surtout lorsqu'on voit des clients qui ne transfèrent plus facilement de leur fauteuil et qu'on anticipe ou qu'on sait qu'ils sont incapables de se transférer sur le banc de l'auto. Les usagers, passagers et conducteurs d'un véhicule routier qui reste assis dans le fauteuil doivent être référés au programme de conduite auto lorsqu'on remplace leur aide technique à la mobilité parce que là, je vous ai parlé de l'ancrage automatique, mais il peut y avoir bien d'autres considérations importantes à avoir, notamment si on change les largeurs, profondeurs de l'équipement par rapport à l'accès du conducteur ou même lorsqu'on est avec des largeurs excessives de fauteuil
pour être capable de bien installer le fauteuil par rapport au sangle, au sol et l'attache de la ceinture. Fait que donc, c'est mieux de revoir ou de recommuniquer avec votre équipe de conduite auto. En cas de doute sur l'effet de la modification d'un aide technique à la mobilité sur l'adaptation du véhicule, ben, on les appelle. Lorsqu'on évalue le client, on doit voir dans un horizon de 3-4 ans, selon nous, si le besoin en termes de transport routier sont susceptibles de changer. Fait que donc, notre boule de cristal, elle doit être aguerrie pour être capable de regarder qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années pour que nos choix soient pérennes par rapport aux besoins du client. Et il faut penser de sensibiliser les usagers à revenir nous voir si leurs besoins changent, ça c'est évident, notamment lorsqu'ils doivent se déplacer en véhicule routier et rester assis dans leur aide technique à la mobilité. Je vous ai mis une longue liste de références intéressantes quand vous allez avoir accès à notre présentation. Là, il y a plusieurs hyperliens. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, avoir plus de littérature par rapport à tout ça. Avant de passer aux questions et commentaires, j'aimerais remercier notre comité aviseur. Alors, nous avons eu l'aide de Sébastien Arbeau de l'Hôpital Juif de réadaptation, qui est au service des techniques. On a aussi eu l'aide de Gary Lessard, qui est du programme de conduite auto du CIS de Chaudière-Appalaches, ainsi qu'Alissa Mérilis, qui